Là, on va parler de l'OCTA et dans les occlusions veineuses. Donc, dès le début, l'OCTA, ça a été extraordinaire, comme pour le diabète, puisqu'on a pu voir le lit capillaire superficiel, le lit capillaire profond, et de voir les anomalies qualitatives qu'il y avait à leur niveau. Et donc, dans les occlusions veineuses, on a vu donc, les logettes qui apparaissent noires, sans flux, hein, puisqu'il n'y a pas de flux au sein d'une logette, donc c'est noir. Les ruptures de l'arcade, ici, périfovéale, on va les voir très bien dans le lit capillaire superficiel. Et puis les zones de non-perfusion que vous voyez ici, par exemple, vous avez des zones donc, sans capillaire. On voit très bien ici dans le lit capillaire profond. Donc on avait avec un examen non invasif beaucoup d'informations qualitatives sur l'occlusion veineuse dans sa forme œdémateuse, comme sur ce cas. L'OCTA a continué son développement très vite, hein, ça a été très très rapide. Et donc on a donc des images possibles ici en zoom sur la région maculaire, hein, c'est des 3 par 3. Donc ici sur un lit capillaire profond, superficiel puis profond, vous voyez aussi les dilatations des capillaires, les microanévrismes, et la possibilité d'avoir des fenêtres plus grandes. Donc on est en 3 par 3, mais on peut aller en 6 par 6, en 9 par 9, en 9 par 12. Et le Plexélite, qui est encore un appareil pas encore complètement commercialisé, mais avec beaucoup de travaux de recherche dessus et collaboratifs, va nous montrer des ultra grands champs magnifiques et sans injection. Regardez cette image, donc c'est une prise, hein, il n'y a pas de composite de montage ici, et on a une très belle imagerie donc, du flux sanguin avec un tableau d'occlusion bien visible et la zone de non-perfusion qui est très bien visible ici sans avoir fait d'injection. Donc on a, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de la région maculaire, puis on peut faire aussi des montages en allant beaucoup plus en périphérie, hein, donc on peut réaliser cette fois-ci pratiquement l'ensemble d'un cliché périphérique, comme on fait l'ultra grand champ avec des clichés couleurs, et ben on peut faire l'ultra grand champ avec le Plexélite des vaisseaux rétiniens, mais pour ces images-là, il faut quand même un patient super sympa, un médecin qui a vachement de temps, et on y arrive. Ça met du temps. Ça prend combien de temps pour faire une image? Ça met du temps, il faut que le patient fixe pas, ça met du temps, c'est long, c'est vraiment long. On a le temps d'avoir fait 2 angios, au moins. Mais bon, on n'a pas fait un examen invasif plus une infirmière. Donc, voilà. Mais bon, ça veut dire que ça va se développer, ça veut dire que c'est du progrès qui arrive et qu'on va pouvoir avoir des choses de mieux en mieux. Hein. Donc l'OCT en géographie montre les logettes, on l'a vu, et donc on a essayé au départ de voir qu'est-ce qu'il apportait. On était au niveau qualitatif, et donc on a analysé les logettes, les zones de non-perfusion, et on a vu que toutes ces altérations maculaires au CTA étaient mieux visibles dans le lit capillaire profond que dans le lit capillaire superficiel pour les OVR, et qu'elles étaient corrélées donc à la présence d'une ischémie rétinienne périphérique avec un petit p tout à fait satisfaisant qui correspondait à peu près à l'époque 2/3 des cas. Donc quand on avait des altérations maculaires, on avait des altérations en rétine périphérique. C'est tout ce que ça disait à cette époque-là. Donc c'était un premier pas. On a essayé de voir si il y avait une évolution des signes en OCTA sous traitement. Et donc on a fait des travaux aussi bien sur l'aflibercept après une injection d'Osurdex et à court terme sur ces premiers travaux. Et on a montré bien sûr la résolution des logettes cystoïdes, l'amélioration de l'acuité visuelle, et on a montré que la densité vasculaire des OVR, qui est plus basse que celle du sujet sain,
eh bien, reste stable, n'est pas impacté par une phase d'induction d'anti-VEGF ou à 3 mois après un Ozurdex. Il n'y a pas de modification. C'était les premiers travaux à court terme et qui étaient très intéressants. Puisque là, on voit que l'OCT1 va donner non seulement des paramètres qualitatifs, hein, logette, rupture de l'arcade, zone de non-perfusion, mais aussi des valeurs de densité vasculaire, des valeurs chiffrées. Il y a d'autres travaux qui ont été faits. L'équipe de Saraf a confirmé cette évolution à court terme de la densité vasculaire et il a aussi testé la surface de la zone avasculaire centrale et là aussi, à court terme, il a montré qu'il n'y avait pas de modification sous traitement de la surface. L'équipe de Front, lui, a montré une corrélation entre donc, la zone avasculaire centrale, l'acuité visuelle, l'âge, l'état de l'ellipsoïde, comme on l'a vu dans les rétinopathies diabétiques, mais aussi dans les OVR, parce qu'il avait un petit groupe de patients qui avaient des OVR. Et donc, après ces travaux, on a essayé de réfléchir et de se dire, on va essayer de voir si l'OCTA peut nous permettre de savoir un petit peu ce qui va se passer dans la périphérie et de peut-être s'en servir comme une arme de décision d'examen plus poussée, donc dans géographie, avec des clichés de la périphérie. Donc on a repris l'article d'Agnès Glacé-Bernard qui gradait l'ischémie rétine en périphérie, avec ce grade 4 qui est le grade où on retrouve une zone de non-perfusion entre 1 et 2 cadrans, et on sait qu'à ce niveau-là, on a un risque de GNV, donc c'était un bon grade. Et on a donc gradé les patients en angiographie et gradé les patients dans la région maculaire en OCT angiographie. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé? On a retrouvé que l'acuité visuelle et la densité vasculaire donc, sont fortement corrélées, hein, comme pour le diabète, on retrouve la même chose. Mais on a aussi mis en évidence une corrélation donc, entre l'ischémie périphérique et la densité vasculaire. Et donc là, quand la densité vasculaire profonde, hein, du lit capillaire profond, était inférieure à 46%, on avait une présence de plus d'un cadran de non-perfusion dans 66% des cas, versus 7% des cas quand la densité vasculaire profonde était supérieure à 46%. Donc un premier cut-off dans 66% des cas, ce n'est pas négligeable pour se dire que quand on voit une densité vasculaire inférieure à 46%, eh bien, il fallait faire une angiographie avec des clichés périphériques. Donc c'était un côté pratique, un premier côté pratique que nous apportait l'OCTA dans le suivi des OVR. Oui. Et ça, c'était quel que soit l'œdème? Alors oui, là c'était des patients qui avaient une occlusion veineuse et on n'avait pas enlevé les patients qui avaient un œdème, on avait pris tous les patients. Donc il y en avait qui avaient œdème et pas... Enfin, ouais. Il y avait les deux. D'accord. Hein, mais en se mettant sur le lit profond, évidemment tous les patients où il y avait trop d'artefacts ont été enlevés. Hein. Il y a toujours, on a pris que des patients qui avaient un bon signal, etc. On n'a pas... si on a un signal mauvais parce qu'il y avait un trop grand œdème maculaire, on ne les a pas... Mais ça, il y avait les biais du départ où on avait bien enlevé comme critère, on avait mis en critère d'exclusion la force du signal. Hein. Il fallait qu'on ait un signal interprétable. Ou alors tu les analyses quand ils sont sans œdème. Oui, c'est ce qu'on a fait après. Mais tu sais, au début, le problème, quand l'OCTA est arrivé, au début, on a trouvé ça extraordinaire, on a avancé, on a essayé d'étudier nos passants. Et après, comme tu dis... on réfléchit, on se dit, bon, on va faire les études qui sont venues après, étaient beaucoup plus mieux définies sur des choses bien particulières. Et du coup, dans ton groupe contrôle, tu n'avais aucun... Enfin, il y avait un groupe contrôle, j'imagine? Non. Dans celui-là, il y avait pas. Non, c'était une étude rétrospective sur 65 patients qui présentaient des OVR. Et, alors, le groupe contrôle, c'était des patients sur lesquels on avait établi la base normative de la densité vasculaire. Donc, on avait pris 135 sujets avec 3 classes d'âge, exemple de toute pathologie. Donc on avait publié à IOVS, hein, et où on avait donc les densités vasculaires du lit capillaire superficiel et profond selon l'âge. Et il n'y en avait aucun qui atteignait ce cutoff de 46. C'était largement au-dessus. C'est pour ça que je regardais tout à l'heure les chiffres pour le diabète et on retrouve... c'est étonnant qu'on retrouve à peu près des chiffres qui ressemblent. Et ce cutoff, tu le trouves que dans le
dans l'analyse du plexus profond. Alors, je retrouve aussi des choses dans le plexus superficiel, mais là où je trouve quelque chose qui me donne un petit peu significatif, c'est dans le plexus profond, qui correspondait là où on avait trouvé aussi le plus d'altérations qualitatives dans le plexus profond. Donc ça se tient bien, hein, que ça soit aussi bien quantitatif que qualitatif. Hein. On a continué, hein, parce que voilà, Créteil, si on s'arrête un jour, ça ne va pas. Donc là, c'est Slim Bodin qui a continué le travail et qui donc a repris les patients et, qui ont été traités et a analysé donc à 1 an leur évolution avec la densité vasculaire, les zones de non-perfusion, la surface de la zone avasculaire centrale et toujours cette gradation pour voir un petit peu l'évolution. Alors voilà comment on gradait, là, je vous en ai parlé tout à l'heure mais je ne vous ai pas montré, donc voilà, on faisait des petits triangles comme ça, voilà, sur la cible qu'on a en OCT en géographie. Et donc on disait 1, 2, 3, 4 cadrans. Et là, ici, on a l'évolution d'un patient avec sa mesure donc, automatique là, de la zone avasculaire centrale. Là, on est en optovue. Et donc, on voit l'évolution, donc 0,25, 0,30 et là, 0,34 au cours du temps. C'était un exemple. Et donc, les principaux résultats sur cette toute petite cohorte de patients hein, montraient, bon, avec traitement, il y a une amélioration de l'acuité visuelle, il y a une diminution significative aussi de l'épaisseur de l'OCT structurelle. Mais qu'est-ce qu'on observe? On observe une diminution progressive et significative de la densité vasculaire. Alors ici, on a été plus performant dans le lit capillaire superficiel. Donc là, je ne peux pas l'expliquer. Hein, alors, je n'ai pas d'argument, mais en tout cas, on a retrouvé donc qu'on était plus performant dans le lit capillaire superficiel et qu'on avait aussi qu'on observait une aggravation de la non-perfusion à 1 an dans ce lit capillaire superficiel avec un agrandissement de la ZAC. Alors on a décidé de garder que le lit capillaire superficiel alors que jusqu'à présent on parlait du lit profond parce que c'est aussi là où on peut mesurer la ZAC. Alors que dans le lit profond, il n'y en a pas. Donc on s'est dit on va prendre tous les paramètres au même endroit pour ne pas parler d'une chose sur un lit, un plexus et d'autres choses sur un autre plexus. Mais c'est vrai que c'est un tout petit groupe de patients, mais ça donne une idée. Donc il y aurait une aggravation malgré une amélioration fonctionnelle, que quand même les choses continueraient à s'aggraver sur le long cours et donc à surveiller ces patients. On n'a pas, sur ces 13 patients, on n'a pas trouvé d'aggravation de la non-perfusion au niveau du lit capillaire profond de façon significative. Mais c'est un tout petit groupe de patients. Alors, la densité vasculaire, donc c'est très bien, c'est très intéressant. Donc, on avait les facteurs qualitatifs, la densité vasculaire, la mesure de la surface de la ZAC. Donc, c'était des outils qui sont intégrés dans certains instruments. Et on a cherché à aller un petit peu plus loin. Et on essaie de se servir de la théorie fractale. Donc la théorie fractale, d'abord, il faut que je vous explique. Quand vous avez des vaisseaux rétiniens, comme vous les regardez, ils vont se diviser avec des divisions dont l'angle est toujours identique. Il y a une autosimilitude. Quelle que soit l'échelle, quand on a du plus grand au plus petit, il y a une autosimilitude. C'est exactement comme sur une feuille, la nervure centrale et puis les petites divisions. Il y a la même autosimilitude du plus grand au plus petit. Donc ça, c'est, vous voyez les petits arbres, là, les bonsaïs qu'on coupe et tout. Si vous regardez bien, c'est toujours pareil, les divisions. Les branches des arbres, les divisions sont toujours les mêmes. C'est ça, avoir une dimension fractale. Et donc, il existe une dimension fractale appliquée qui a été retrouvée sur les vaisseaux rétiniens, comme sur la circulation pulmonaire ou sur l'électrocardiogramme. Vous voyez, ça fait toujours ça, sauf quand ça ne va pas. Et donc, je crois que c'était en 2004, il y a des auteurs qui ont calculé la dimension fractale des vaisseaux rétiniens en angiographie. Et puis après, il n'y avait pas assez d'outils pour en faire quelque chose. Et donc, avec l'OCTA, on s'est dit, on va essayer de voir la dimension fractale des vaisseaux rétiniens et puis de voir si elle est modifiée quand il y a une occlusion. Donc là,
les images là qui donnent mal à la tête, là, c'est pour vous montrer qu'on utilise la technique du box counting. Donc, on prend des tailles de boîtes de plus en plus grandes et de plus en plus petites, et on compte le nombre de pixels, c'est-à-dire de segments vasculaires, enfin pas nous, hein, la machine, hein, au sein de ces boîtes, et on obtient, avec des algorithmes savants, une valeur de dimension fractale. Donc, vous avez au milieu un aspect normal, et sur la droite, un aspect avec une occlusion veineuse, et on voit, comme ça déjà, on voit bien que ça ne va pas être pareil, hein, on se rend bien compte. Donc, on va pouvoir mesurer cette dimension fractale, c'est-à-dire cette organisation, cette manière de se diviser. Est-ce qu'elle est, entre guillemets, normale par rapport aux valeurs de référence, ou est-ce qu'elle est altérée parce qu'il y a, comme ici, des vaisseaux qui sont mal perfusés. Avec cette dimension fractale, c'est-à-dire cette organisation vasculaire, il y a un autre paramètre qu'on peut apprécier, c'est la texture du tissu. Et donc son homogénéité. Ici, sur un aspect normal, vous voyez que là où il n'y a pas de vaisseau, de pixels, on a des zones qui sont donc sans signal, et une répartition qui est homogène, avec un chiffre qui va être obtenu. Et donc par rapport à ce chiffre normal, on peut avoir des aspects plus hétérogènes, donc où il y a plus de zones sans vaisseau, donc ça s'appelle la lacunarité, ou des zones plus homogènes, où à ce moment-là, il y a plus de vaisseaux, c'est plus dense, comme dans les néo-vaisseaux. Donc voilà, pour vous expliquer simplement, enfin comme j'ai compris moi, la dimension fractale. Et donc, voilà, donc là c'était pour répéter. Donc l'analyse fractale, c'est la dimension fractale, la complexité de la vascularisation, et la lacunarité, c'est homogène, inhomogène. Il y a déjà eu un papier qui est sorti là-dessus, donc c'était Koulisis qui avait étudié la dimension fractale, la densité vasculaire sur des OVR, et il avait montré qu'elles étaient abaissées sur l'œil atteint par rapport à l'œil à Delft, et qu'au cours du temps, lui aussi a trouvé qu'il y avait une diminution avec l'aggravation de l'OVR. Donc c'est le seul papier qui est sorti. Et à Créteil, on a commencé à mettre en place, avec Agnès Glacé, une étude prospective. Donc là, on a 48 OVR. Et alors cette fois-ci, justement, pour répondre à la question, c'est sans œdème maculaire. On les a pris justement sans œdème maculaire en OCT structurel. Et on a essayé donc de voir leur évolution et de voir comment était la périphérie en angiographie. Et on avait au départ 2 groupes de patients, hein, avec d'un côté les occlusions de branches et de l'autre côté hémibranche et centrale. Et on a testé tous les paramètres et on a vu qu'il n'y avait pas de différence dans ces 2 groupes. Donc on a fusionné les 2 groupes. Et donc on a essayé d'évaluer la performance donc, de ces paramètres, dimension fractale, lacunarité, densité vasculaire, dans l'identification de la probabilité d'une zone de non-perfusion rétinienne périphérique, évaluée en utilisant l'angiographie. Donc c'est un petit peu comme ce que vous êtes en train d'essayer de faire pour le diabète. Donc voilà. Donc voilà ce qui se passe. L'image initiale, c'est celle-là, hein, celle que vous avez en OCTA. On la fait rentrer dans un logiciel. Alors rentrer, c'est rien, c'est je clique l'image et je la mets dans un dossier. Après, j'appuie sur un bouton. Et on obtient une binarisation de l'image, noir-blanc, puis une squelettisation. Il y a aussi un traitement de bruit de fond, un box counting. Et là, c'était pour vous dire qu'il n'y avait pas de différence entre les 2 groupes. Et on obtient ces résultats entre les patients qui ont une perfusion périphérique inférieure à un cadran et ceux qui ont une perfusion périphérique, une non-perfusion, il y a le nom qui a sauté. Et donc, on voit que la dimension fractale, la densité vasculaire et la lacunarité sont significativement différentes, et pour chaque plexus, en fonction du nombre de cadrans atteints. Et donc, on voit que quand la non-perfusion est supérieure à un cadran, eh bien, statistiquement, de manière statistiquement significative, donc la dimension fractale, la lacunarité et la densité vasculaire sont plus faibles, plus hétérogènes, donc il y a moins de vascularisation, et la densité vasculaire moins dense. Donc là, on a vraiment
une différence entre les deux groupes de patients. J'ai une question. Qu'est-ce que ça t'apporte, la dimension fractale, par rapport à une analyse de densité simplement? Voilà. Alors la densité vasculaire, c'est un outil grossier, si tu veux. Hein. C'est vraiment, voilà, tu prends un gros objet pour faire, un gros pinceau pour faire un trait fin. Et là, si tu veux, avec la dimension fractale, tu vas avoir quelque chose qui est plus précis en termes de complexité vasculaire, en termes d'homogénéité. Et tu vas donc être plus proche de ce qui se passe. C'est quantitatif et qualitatif. De ce qui se passe réellement. Et si tu veux, la densité vasculaire, c'est juste un pourcentage. Ouais. Tu vois, c'est vraiment grossier comme calcul. C'est un pourcentage de pixels dans une seule image. Tandis que là, on va prendre des carrés avec des toutes petites boîtes, puis de plus en plus grandes. Et donc, ou le contraire, donc on va éliminer, si tu veux, le biais des espaces vides, tu vois. On va être plus exact dans nos calculs. Est-ce que fractal, ça veut dire que c'est une organisation, une vascularisation normale par rapport à quelque chose qui n'est plus normal? Et deuxièmement, moi je n'y connais rien. Oui, non, c'est très bien, parce que ça veut dire que je n'ai pas tout expliqué. C'est quoi la circulation de suppléance? On la voit sur cette circulation qui va s'organiser, qui n'est probablement pas fractale. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que c'est ça que vous analysez? Alors, la première question sur la dimension fractale. Alors, la dimension fractale normale des vaisseaux rétiniens, je ne l'ai pas cité en effet, c'est 1.7 en angiographie, 1.63 avec le Topcon OCTA, le Triton. Et elle est évaluée pour chaque appareil, elle est un petit peu différente pour chaque appareil. Et à chaque fois, c'est des évaluations sur 100 patients, ce qui n'est pas non plus l'exactitude parfaite. Hein, il faudrait faire beaucoup plus, mais ça nous donne quand même un bon reflet. Dans nos études, on a rarement plus de 100 patients. Donc c'est 1.7. Et donc, voilà. Donc, on peut voir des variations ou pas en fonction de ça. Ensuite, là, on n'a pas encore étudié, et c'est très intéressant ce dont vous parlez, en présence de vaisseaux de Chain, de circulation de suppléance, si on a une modification de cette dimension fractale. Mais ça se peut très bien. Pour l'instant, on a étudié, si vous voulez, s'il y a des zones de non-perfusion, c'est-à-dire raréfaction, est-ce qu'on obtient quelque chose de différent. C'est pour l'instant ce qu'on a étudié. Mais c'est une idée excellente que je vais refaire monter à Agnès parce que ça pourra nous faire aussi avancer. Alors, donc. Oui. Ah, pardon. Ah. Paxtat. Une simple remarque pour dire que c'est quand même difficile, cette analyse, même par box counting de la dimension fractale, c'est que là, on raisonne sur un plan à 2 dimensions alors qu'on est en 3 dimensions. Donc il y a forcément une perte d'information. Et donc il y a quand même des données qui ne sont pas présentes dans les résultats et qui peuvent opérer les résultats. Et il faut donc apprécier ces résultats à leur juste valeur. Tout à fait, comme pour la densité vasculaire, hein, pour tout. Hein. Là, pour l'instant, on travaille en 2 dimensions. Passer en 3 dimensions, il faut un moteur derrière beaucoup plus puissant. Il faut avoir accès donc, à l'ensemble de l'acquisition de l'image. Hein. C'est un volume avec parfois 1000 images. Enfin, c'est très lourd. Il faut pouvoir aligner toutes les images. Certains logiciels le font déjà dans leurs instruments et d'autres, il faut le faire à l'extérieur. Mais c'est en cours. Donc, le travail sur la 3D, c'est en cours. Pour te répondre, on l'a fait sur quelques patients dans le cadre des néovaisseaux. On avait par exemple une dimension fractale à, je sais pas moi, 1.4 et on doublait quand on était en 3D. Donc c'est d'autres valeurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on est faux ou que la variation est fausse. Simplement, ce n'est pas la même échelle puisqu'on est en 3D. Hein. Mais tu as raison. Alors, comme on a été très bons élèves et qu'on a suivi le docteur Jean-François Boulet, je vais quand même dire qu'on a donc cherché, jusqu'à présent, vous avez vu tous les articles, c'est de la corrélation. Hein. Donc nous, on a cherché un petit peu à aller plus loin. Et donc on a essayé de voir si on pouvait avoir
une prédiction de quelque chose, donc une prédiction de zone de non-perfusion dans ce cas-là, et quel était le critère qui allait nous le prédire au mieux. Donc là, on avait trouvé que dans ce cas-là, la dimension fractale était un critère bien corrélé, la densité vasculaire était un critère bien corrélé, la lacunarité était un critère bien corrélé, lequel est le mieux et surtout la combinaison desquels est la plus pertinente. Et donc, on s'est rendu compte que la densité vasculaire et la lacunarité donnaient la meilleure prédictibilité. Alors, la meilleure prédictibilité, ça se calcule en R sous la courbe. C'est des mots que tout le monde connaît, même si on ne peut pas rentrer dans les détails. Non, c'est vrai, on a déjà vu ça, R sous la courbe. Et donc ça, c'était très bien pour cette association. Que d'autre part, notre modèle pouvait s'ajuster à d'autres populations. Alors, ce n'est pas AUC, mais ce n'est pas difficile, c'est AIC. Donc là, voilà. Donc, il pouvait s'ajuster. Et qui donnait la meilleure précision avec un score de Brayer le plus bas. Donc avec ces trois caractéristiques, la densité vasculaire et la lacunarité sont les paramètres les plus pertinents pour nous dire allons voir qu'est-ce qui se passe en périphérie et regardons s'il n'y a pas de l'ischémie importante à traiter rapidement pour éviter de graves complications. Donc la limite de cette étude, comme des autres, c'est toujours pareil, c'est le petit nombre d'œils inclus, en sachant que dans les occlusions veineuses, on n'en a pas beaucoup. Donc là, on avait 48 yeux. C'est lié aux instruments avec les erreurs de segmentation, les artefacts de mouvement. Donc quand tu as un œdème que le patient ne fixe pas, tu ne vas pas arriver à faire grand-chose. Donc c'est vrai qu'on est gêné, on n'a pas tout. Les problèmes donc, de mauvaise qualité d'image qui existent aussi. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est d'utiliser donc la 2D pour des structures en 3D, mais c'est vraiment plein d'avenir. Et que l'OCTA montre le lit capillaire superficiel, le lit capillaire profond, qui nous donne de la très belle sémiologie, que maintenant il intègre des mesures quantitatives, et puis qu'on puisse les corréler à quelque chose qui va se passer ou qui est en périphérie, on peut se dire, bon, l'angio c'est très important, mais on va pouvoir la faire à bon escient, et en utilisant au mieux cette technique et non pas en la supprimant. Donc c'est un petit peu ça ce qui découle de ces premiers travaux. Et la dimension fractale, donc c'est on l'a réalisé en concevant un logiciel avec Diogo Cabral qui se trouve au Portugal et qui travaille avec l'université de Lisbonne. Et ce logiciel donne le résultat en moins de 2 secondes, c'est-à-dire une fois qu'on a mis l'image, vraiment là c'est tout automatique, on a tout de suite le résultat. Et donc on est en train de valider bien sûr la reproductibilité et c'est quelque chose qu'on pourra, que les instruments peuvent intégrer s'ils veulent, mais que nous, tout à chacun, on peut très bien avoir. Il est gratuit, il suffit de le demander. Et on peut très bien l'avoir et puis et le mettre et mettre ces images. Pour l'instant, on ne l'a pas encore diffusé parce qu'on attend de pouvoir suivre un même patient plusieurs fois et de pouvoir donc avoir une courbe qui nous montre pour un même patient l'évolution donc des valeurs de dimension fractale, de lacunarité, de densité, de surface, enfin tous les paramètres possibles quantitatifs. J'imagine que c'est très reproductible comme mesure. Vous avez fait plusieurs fois sur un même patient, vous trouvez des résultats. Alors, tout à l'heure, c'est encore le temps, j'ai une diapo là-dessus pour la DMLA, où on a fait inter et intra-gradeur avec de très bons résultats. Et dans les prochains papiers, on va présenter donc toute la reproductibilité. Alors, pas là-dessus, hein, mais sur les néovaisseaux, parce que c'est là où c'est le plus compliqué et où on a une bonne reproductibilité. C'est vraiment, on voit que c'est l'IA, c'est pas nous, quoi. Là, donc voilà. Donc, vive l'IA. Est-ce que vous avez des questions? Donc là, c'était pour conclure et pour répéter. Donc, les biomarqueurs de l'OCTA sont sans doute très utiles dans les OVR. Oui, bon, bien sûr, il faut faire une étude longitudinale, prospective, avec un grand nombre de patients pour valider tous ces examens. En attendant, l'OCTA, oui, mais jamais tout seul. D'abord, on est mieux à plusieurs.